Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant et vous faites bien de nous y retrouver comme la tradition le veut chaque jour. Merci infiniment à vous. Installez-vous confortablement, nous irons encore toucher le Cameroun profond, les réalités qui gravitent autour de notre pays, mais surtout repenser ensemble sa construction, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir comme tous les jours. La grande équipe est au complet. Charles Bathiou, Bonbon Bengan, Karine Sentier, Dominique, Audrey Oyengelek. Nous sommes certains que d'ici midi, vous aurez des choses à vous mettre sous la dent. On le dira peut-être pas assez, en ce moment le Cameroun bouge. Et lorsque le Cameroun bouge, il y a des acteurs tapis un peu de partout qui tentent à leur façon de repenser l'évolution du Cameroun, mais surtout son repositionnement. Il est toujours important de le dire que le peuple camerounais qui a la souveraineté du Cameroun entre les mains devrait se lever pour pouvoir mieux l'obtenir, mais surtout en faire une bonne disposition. Et c'est important de saluer au passage tous les acteurs politiques et même de la société civile qui chaque jour œuvrent pour un Cameroun nouveau. Nous vous disons bravo pour le travail et surtout merci de nous retrouver pour ce programme talk show vraiment sur les antennes télé de votre télévision Equinox Télévision qui ira bien évidemment jusqu'à 12h. On parlera de toutes ces actualités qui sont autour de nous ce matin. Allons déjà dire bonjour à Bonbon Bengan Kandji. Bonjour Bonbon Bengan. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les Camerounais se posent la question de savoir comment seront faits les lendemains. Et ça veut dire qu'au préalable, ils se sont construits un passé et peut-être aussi un présent. Mais croyons-nous vraiment à un Messie? Non, je ne pense pas. Je veux donner là la citation d'un ancien évêque catholique romain, Dom Elder Camara, qui a été l'une des têtes pensantes de ce qu'on appelait la théologie de la libération en Amérique latine. Dom Elder Camara disait, je cite, « Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée est le ressort de l'histoire. » Fin de citation. Quelle est donc cette utopie partagée que les Camerounais veulent mettre ensemble pour changer leur pays? C'est là le vrai problème. Est-ce que ce qu'on dit force du changement ont commencé un tout petit peu à rassembler leurs rêves personnels pour en faire l'utopie collective? C'est là le problème. On va donc définir ensemble, on va identifier les enjeux et peut-être aussi les acteurs. Merci. Merci Mon Bengan Kandji ce matin. Allons dire également bonjour à Charles Bathiou. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun est très malade. Le Cameroun a mal sur tous les points. Alors qu'on est en train d'agresser l'évêque de Déa qui n'a pas payé les enseignants qui sont prêts désormais à en découdre avec l'évêché à Edea. On apprend que Kekem n'a pas d'eau depuis des jours. On apprend que Bamengui n'a pas de lumière depuis des mois. On apprend que désormais les enfants, les bébés se noient pour traverser et aller de ce côté de Kambo. Kambo, pour tous ceux qui le connaissent. Bafang Konjok, 56 km, on fait 2 jours. Bafang Babouchengale, c'est juste 7 petits kilomètres, on fait 8 heures de temps pour aller et rallier cela. Je ne veux pas parler de Babadjou Bamenda, non, ça, on en a parlé hier. Que faites-vous là, à Yaoundé, assis sur ce siège? De quoi parlez-vous? De quoi traitez-vous pendant que le peuple se meurt? C'est grave. On gère les budgets dans les ministères, on gère en même temps tout ce qui passe par des rencontres entre personnes bien interposées, on gère les guerres politiques aujourd'hui et il faut absolument que les Camerounais en prennent conscience et qu'une réelle décision soit prise par ces mêmes Camerounais pour qu'ils tentent à leur façon de restituer le Cameroun aux Camerounais. Karine Santa, bonjour.
Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Pour mon introduction ce matin, je vais emboîter le pas à Mbombo Bengan en citant 3 personnes qui tiennent des paroles qui vont dans le même sens, mais qui, semble-t-il, encore n'ont pas réussi à trouver des bons récepteurs. Je commence par Edith Kawala qui nous dit « Je ne crois pas à un Messie qui viendra libérer le Cameroun et les Camerounais ». On a aussi Djekam Tchameni qui dit que les leaders politiques ne libèrent pas, seul le peuple lui-même peut se libérer. Et on termine avec Mbombo Bengan qui a l'habitude de nous dire ici sous ce plateau qu'il n'y aura pas une conférence entre les anges et les saints au ciel pour libérer le Cameroun. À vous de comprendre. Seuls les Camerounais peuvent libérer le Cameroun, seuls les Camerounais peuvent prendre conscience de l'avenir du Cameroun, seuls les Camerounais peuvent comprendre les réalités qu'ils traversent depuis pratiquement 60 ans, peut-être même avant les indépendances, 38 ans sous le magistère de Paul Biya et le renouveau. Seuls les Camerounais peuvent arracher et rétablir leur souveraineté. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix d'un Camerounais qui dit que depuis l'année 2017, il n'a pas encore réussi à faire sa carte nationale d'identité. On lui dit qu'il a dépassé l'âge. Toutes les fois où il se rend au commissariat, on lui dit qu'il a dépassé l'âge de faire une carte. Et la question que je me pose ce matin, c'est de savoir, y a-t-il un âge pour avoir une carte d'identité au Cameroun? Oui, l'âge minimum, oui. Il faut, à 18 ans, on peut avoir Il avait déjà fait une autre carte avant. Mais il n'y avait pas, même si, même si vous avez 6 ans, vous pouvez établir votre carte. On ne comprend non pas pourquoi le jeune homme, il dit qu'il rate les concours d'entrée dans certaines écoles, il rate des emplois parce qu'il ne peut pas se présenter. Il n'a pas de carte nationale d'identité. Il n'a pas depuis 2017. Non, il se balade il a au moins un récépissé périmé et il n'y a même plus de place pour mettre le cachet. Autant de fois, il serait peut-être mieux de se rendre autant de fois dans un commissariat pour l'actualiser. Pourquoi ne pas demander qu'on nous fasse des cartes d'identité tout simplement? Parce que depuis 2017, trop de cachets, encore et encore, quand même. Et les concours, on les fait avec des récépissés périmés. Et vous entrez justement ce matin avec une espèce de colère, Dominique Audrey. Peut-être on comprendrait mieux, on comprendrait mieux le choc que vous partagez. Mais dites-nous, véritablement, il y a certainement une histoire dans votre JBCR pour nous ce matin. L'histoire du jour est laquelle, Dominique Audrey? Bien sûr, Michel, il y a toujours des histoires. Et l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui nous raconte qu'il est né de l'amour de ses parents et que malheureusement, il n'a jamais connu son géniteur. Jamais. Donc, ses grands-parents l'ont élevé comme leur dernier fils. La preuve, dans son acte de naissance, ce sont ses grands-parents qui sont ses parents. Et ses grands-parents ont fait de lui leur successeur. Et à côté de ça, il est également considéré comme le chef de famille. En fait, ses grands-parents l'ont désigné comme chef de famille parmi tous les enfants qu'ils ont eus. Il raconte qu'en tant que chef de famille, aujourd'hui, il est géomètre. Et dans son activité, avec la rentabilité que cela lui procure, il assure généralement les factures d'eau à la maison, les factures d'électricité et quelquefois, il rationne à la maison. Sauf que son problème remonte à l'âge de 12 ans, lorsqu'il avait 12 ans. Et qu'à la maison, il avait les problèmes, par exemple, avec un des enfants de ses grands-parents. Celui-ci lui rappelait rapidement, sache que tu n'es pas notre frère, tu n'es pas du sang de notre grand-père, donc ici, tu n'as pas parole. Et à chaque fois que le problème se posait, ses grands-parents essayaient de ramener leurs enfants à l'ordre en lui disant non, cet enfant c'est votre frère et c'est notre successeur. Lorsque son grand-père meurt il y a 2 ans, lui c'était encore plus grave parce qu'il n'avait même plus la possibilité de parler à la maison parce qu'à cette époque-là, ses frères, ses tantes en réalité avaient un peu peur du regard du grand-père. Donc il n'y a que la grand-mère qui se battait pour dire aux enfants non, arrêtez, c'est votre frère et tout. Donc aujourd'hui, la question qu'il nous pose, il a une femme et il a un enfant. La question qu'il nous pose aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'avenir qu'il peut avoir dans cette maison-là. Si on va tout le temps lui rappeler que tu n'es pas de chez nous, tu n'es pas de notre famille. Comment se comporter dans ce genre de situation? Et la question des parents qui reconnaissent leurs petits-enfants comme les leurs, est-ce bien ou mal? Peut-être l'histoire ne nous dit pas exactement s'il est le fruit de l'enfant, fille ou garçon,
de cette famille-là. Il est l'enfant de la fille. J'ai dit qu'il n'a pas connu son père. Ah, très bien. Donc, Donc la fille des grands-parents a eu l'enfant et les grands-parents l'ont pris. au point d'en faire le L'héritier. successeur ou l'héritier, Oui, les grands-parents. Oui, le successeur. Dont le grand-parent, le grand-père a désavoué ses propres enfants pour donner son héritage à son petit-enfant. Non, pas désavoué. A désigné son petit-fils comme, comme son successeur. et chef de famille. Très Oui. bien. Donc maintenant, il vit, il a de la gêne. On lui a rappelé depuis l'âge de 12 ans que son sang n'était pas le même que celui de la famille. Oui. Et en tant que grand-père, aujourd'hui, il ne sait pas exactement comment se comporter avec, Ces gens qui le... enfin, qui le avec les enfants du grand-père. Voilà, oui. C'est Qui ce ne qu'on le va dire. considèrent pas. Voilà. Donc, il est tout jeune par rapport aux autres, non? Oui, il est le dernier. Il est le dernier. Il est En le tout cas, c'est dernier. une histoire ce matin qu'on va tenter de mieux comprendre. C'est une réalité culturelle, c'est une réalité dans nos us et coutumes, c'est une réalité africaine, c'est une réalité dans les familles africaines aujourd'hui. Et on va saluer d'ailleurs tous les Africains qui nous regardent à travers le canal, à travers les différents canaux où vous nous regardez, à travers l'Afrique également. Tous ces Africains du monde entier qui prennent du plaisir à nous regarder sur les antennes Equinox Télévision. N'oubliez pas les plateformes sur lesquelles vous pouvez réagir spontanément aux différentes histoires évoquées ici. Vous avez 10-12 Le Zénith sur Facebook et vous avez également Equinox TV toujours sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez encore vous y abonner et laissez-nous bien sûr vos avis et vos commentaires. N'oubliez pas le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bonbon Bengal, comment se fait considérer par les enfants du grand-père qui sont arrêtés, ses oncles et ses tantes, et pouvoir certainement leur donner des injonctions parce qu'il était désigné successeur? Comment se fait comprendre par cela? Poser cette question voudrait dire que vous êtes tellement occidentalisé que vous avez perdu tout repère d'histoire. Et ça se comprend, je le dis ici toujours, que précisément parce que l'Occident n'a pas de préhistoire, on pense que l'histoire de l'humanité commence avec eux et ça se termine avec eux. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez très bien que le problème que ce jeune homme pose, c'est un problème universel. Et ce problème universel a été posé par les Africains et rendu universel, donc mondialement reconnu. Le grand-père qui fonde sa famille, il met tout ce qu'il veut. Vous savez qui est Moïse que vous citez dans la Bible? Sachez donc que l'histoire de Moïse qu'on a tronquée dans la Bible est semblable à l'histoire de ce garçon. En quoi le dites-vous On ne connaît pas son père. Il a été élevé, le pharaon. On dit qu'on l'a trouvé sur les pharaons. Voilà. Oui. Il s'est trouvé donc quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui naît d'une fille qui n'est pas allée en mariage, cet enfant appartient à son père. Donc il a les mêmes droits que sa propre maman et les frères de sa maman. C'est donc comme ça que Moïse ayant grandi, il a été adopté comme le pharaon. Parce qu'il avait une certaine attitude, on lui a donné le pouvoir qu'il fallait. Et on voit un beau mentir que Dieu a dit que, mais bon, là c'est une autre histoire. Pour vous dire, c'est ça le problème. Et les fils du pharaon même, parce que Playboy, parce qu'ils avaient des trucs, on a confié à Moïse. En fait, c'est ce pouvoir qu'on a confié à Moïse et on vous manque que c'est Dieu parce qu'il était juif. Non. C'est le peuple noir et c'est pour cette raison d'ailleurs que les Juifs qui le savaient, notamment Josué et Aaron, l'ont assassiné et on a dit qu'on l'a tué et tout. Attendez, Vous peut-être c'est assez grave quand même parce que non, ce que vous dites. c'est pas assez grave parce que c'est d'une... Attendez, je vais pas à pas. Non, mais oui, Voilà, revenons un peu en arrière. C'est ce qui justifie l'assassinat de Josué et Aaron. Oui. Pourtant, nous savons qu'il s'est retiré quand Dieu lui a dit qu'il ne verra pas la terre promise. Il s'est retiré et il est mort justement dans les montagnes. Ah bon. Et moi, je vous dis donc la vérité. Ayant désigné Aaron comme son successeur. La vérité vraie, c'est ce problème de succession. D'abord, Moïse a des problèmes avec les fils du pharaon. Oui. Il pense donc que, voilà, le grand-père a laissé la succession. Comment fuir au lieu de rester dans les canaux qu'on lui a donnés pour porter le monde? Il se rappelle qu'il est juif et donc voilà et tout ça.
par des métaux, des tripatouillages, et le monde entier est dans les tribulations aujourd'hui. Les tribulations. Ce que Moïse est allé prendre, c'est ce que le pharaon lui a donné. Et on vous dit que Pharaon c'était vraiment un dictateur de satanique, tout vous voulez. C'est des textes africains sacrés que Moïse est allé traduire en hébreu de la montagne. Et précisément parce que les Israélites ne savaient pas ce qu'on appelle Dieu. C'est Moïse qui apprend au monde entier qu'il y a un être qu'on appelle Dieu. Et quand il descend, il trouve le peuple dit de Dieu en train d'adorer les mauvais dieux, les faux dieux. Et c'est ce peuple aujourd'hui que vous suivez. Aujourd'hui. Or, Moïse, il est donc tranquille parce que ce garçon risque justement d'entrer dans cette pluie. Parce que j'ai voulu prendre cet exemple pour que vous compreniez très bien. Moïse se lance donc dans des tribulations au lieu de rester dans la cour de Pharaon où il devrait porter. Il dit qu'il est juif. Maintenant, il trouve le peuple juif qui ne connaît pas Dieu. Précisément dans ces paraboles, vous allez dans un pays où coule le lait et le miel. Et il pensait que c'était physique. Il ne savait pas qu'en Dieu, il y a l'amour, la miséricorde, un certain nombre de choses qu'en fait, on atteint le parfait amour où tout est or, tout est miel, tout est tout ça. Il pensait que c'était physique. Et quand Moïse leur apprend donc de ça, il se dit que mais attends, donc on le tue parce que donc lui aussi, on va mener les gens aussi, mais là où il va couler, on le tue. Donc, le rapprochement avec l'histoire justement. Le rapprochement c'est ça. Ce garçon, son grand-père l'adopte. Il lui dit, tu continues mon œuvre, tu feras. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que peut-être il n'a pas fait de rituel. Ou alors il lui a fait le rituel parce que ce n'est pas lui qui est monté sur sa fille. Non, mais lorsque le grand-père dit... Quand il le dit, ça veut dire qu'il a matérialisé. Très bien. Et qu'il reste donc dans ce schéma. Comment expliquer que ses oncles et ses tantes ne viennent pas le respecter? Mais c'est donc ça l'histoire de Moïse que je vous dis. Parce qu'on va toujours vous répéter. Mais si vous restez dans le schéma initié par le chef de famille, ils vont s'effondrer. Mais si vous commencez à vous poser des questions, c'est-à-dire que vous mettez en doute les paroles du chef de famille, c'est tant pis pour vous. Et tant pis et pour vous et pour toute la famille. Et il risquera donc de mourir comme Moïse. Ou de s'enfuir. Voilà, parce que justement Moïse enfuyait. Il était dans les tribulations, dans les ceci, il va chez l'autre, là j'ai trop, qui fait. Donc cet enfant, mon fils, reste tranquille. Ton grand-père, ce n'est plus ton grand-père, c'est ton père. Parce que quand tu vas décliner ton identité, c'est ton grand-père qui est ton père. Et tu es devenu maintenant le père même des frères aînés de ta maman. Tu restes dans ce sillage et tu auras toute l'intelligence, la force physique, la sagesse pour conduire ce que tu appelles. Et surtout, dans nos traditions, parce que nos traditions, contrairement à ce qu'on dit, c'est flexible. Vous chutez par là, Mbambok. Il y avait des moments où, lorsque les enfants veulent vraiment la dîner, s'ils passent outre les décisions de leur papa, ils meurent. Ils meurent. Maintenant, c'est précisément parce qu'on veut. Ça n'a pas changé, hein, il faut le dire. Non, ça a changé parce que c'est le diable. Maintenant, c'est à vous. Il faut comprendre qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Si papa a désigné tel, le fils de notre sœur pour porter, on se soumet parce que nous, on n'a pas été digne de Dieu. Mais si vous commencez à le combattre, tant pis pour vous. Merci. Donc, que lui aussi, qu'il ne reste pas dire, oui, je ne connais même pas mon père, il se met à chercher son père. Parce que dans ce genre de truc, s'il retrouve son père biologique et qui pense que c'est là son état, il va donc mourir comme Moïse. Très bien. Donc, on vous parle. Allez, voilà, on va peut-être dire que peut-être le grand-père a voulu mieux protéger son petit-fils aujourd'hui, mieux l'encadrer dans l'espace familial, lui donner également une autonomie, mais surtout... non, si vous le dites, je ne veux pas que vous apportez. On détecte quelle est l'âme de Dieu qui sommeille à cet enfant. Oui. Ce n'est pas le grand-père volonté, non. On détecte, on sait, mais qui est même né, ce garçon-là, qui vient de naître, c'est qui même? C'est ce que nous faisons durant les 9 mois de grossesse, hein, on ne dort pas. Quand notre fille est enceinte ou quand notre femme est enceinte. Donc on sait que voilà l'homme qui portera la famille. Karine Sontia, c'est une histoire quand même de famille. Aujourd'hui, on est en famille, on tente de mieux se comprendre. Comment expliquer
que l'on n'en vienne pas accepter son neveu comme étant le successeur du grand-père. Jalousie, méchanceté, on n'a pas été l'illuminé de la famille. Pourquoi lui? Comment comprendre cette attitude-là? C'est compliqué parce que je sais bien que dans les familles africaines, on ne parle pas de neveu. En tout cas, peut-être que je me trompe. Je sais qu'on parle de mon fils et tout. Mais je sais que dans les familles africaines, on ne parle pas de neveu. Bon, je commence par là. Dans cette histoire, on montre bien la place qu'on donne aux enfants de sexe féminin dans les familles. C'est-à-dire que comme elle va même d'abord se marier, elle va partir, elle n'a droit à rien. Je dis même pas à un peu de considération. Qui donne ça? C'est l'histoire qui nous dit ça. C'est l'histoire qui nous dit ça. Je pense que si cet enfant était le fils d'un fils à son grand-père, ça n'allait pas être le cas. Le problème n'allait jamais se poser. C'est-à-dire, on n'allait jamais dire que c'est d'abord, son père n'est même pas d'abord d'ici, qu'il aille chercher son père, parce que c'est ça qu'on dit, hein. Il a cherché son père, d'abord tu es un bâtard, qui t'a d'abord mis au monde, tu ne connais même pas ton père, tu viens diriger la famille des gens. Parce que c'est ça qu'on pose comme problème. Sauf que dans cette histoire, on oublie que le grand-père, en le choisissant, avait toute sa tête et savait ce qu'il faisait. Si vous avez des enfants qui pensent pareil, qui pensent comme ça, comment est-ce que vous allez faire pour leur donner la responsabilité de votre famille? Chacun accouche ses enfants et connaît son cœur. Même si on dit qu'on accouche l'enfant et pas son cœur, chacun est capable de connaître que mon enfant est tel genre d'enfant, donc je sais où le placer. Et en fonction de cela, ils ont préféré que ce soit le garçon qui est l'enfant de la fille qui hérite de tout cela. Puisque le garçon n'a pas été élevé par son père, vous voulez qu'il commence quand à chercher son père? C'est-à-dire qu'on veut qu'à un moment de sa vie, avec toutes ses responsabilités, il commence encore à dire « je vais aller chercher mon père parce que je ne suis même pas d'ici ». Et cette histoire des pères qui n'élèvent pas leurs enfants dans les familles cause beaucoup de problèmes. Je dis beaucoup de problèmes parce que vous soyez élevé par votre grand-père ou encore par un membre de la famille, à un moment donné, on fait table rase de tout et on veut remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'on vous met à la porte et on veut construire sans vous. Alors que depuis le début, vous aviez été là. Comme si, en fait, le fait d'appartenir déjà à cette famille-là, par le sang, ne serait-ce que de la maman, ne compte pas. Donc vous dites que vous validez justement l'approche selon laquelle la famille doit encadrer ce garçon. C'est même l'opportunité qui leur est donnée. Bon, maintenant, le père même, c'est le vrai géniteur, si on va le dire ainsi. L'enfant n'a pas de droit là-bas? L'enfant n'a de droit que lorsque vous prenez soin de lui. Non, mais non. Non, un père reste un père quand il réussit à donner une éducation à son enfant. Quand il n'y a pas ça, ne vous prévalez pas de ce que vous n'êtes pas pour cet enfant. Je vous assure, il peut même chercher son père, mais ce sera de manière symbolique. Dire, je connais au moins là où mon père vit, je connais qui sont mes soeurs, pour éviter l'inceste tel que mon le soulève parfois sur ce plateau. Mais ce ne sera pas comme si il va aller là-bas réclamer quelque chose. Parce que dans cette famille, il a déjà des responsabilités. Il a une mission. Et du coup, dans notre famille-là, il ne sera que de manière, comment je vais dire ça, de manière symbolique existant. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas là-bas qu'il appartient. Est-ce qu'on peut avoir des risques, des conséquences graves, Charles Amel Bachou, lorsqu'on refuse d'écouter ou d'encadrer celui qui a été reconnu sacré comme étant le successeur du grand-père? Monsieur Michel Ngachou, nous avons de mauvais successeurs. Très souvent. Parce que très ils souvent, ne respectent pas toujours. Ils ne respectent pas la nomenclature de la succession. De 0 à 10 ans, vous êtes un esclave. De 10 à 20 ans, vous êtes un disciple. De 20 ans à 30, vous êtes un ami. Ça suppose que vous travaillez. Vous avez plein d'enfants qui travaillent, qui ont gagné de l'argent et qui ne sont pas allés faire ce qu'on appelle la présentation de leur premier argent à leur papa, à leur tuteur, à leur nourrice. Voilà la première succession que vous prenez dans votre vie. Partir reconnaître que c'est Karine qui était ma tutrice, ma nourrice, c'est Mbombo qui était mon tuteur. Papa, voilà ce que j'ai travaillé. Ah, tu travailles déjà? Oui, papa, voilà le fruit de mon labeur.
il prend, on va voir la nourrice. Je n'ai pas dit acheter des sacs de riz. J'ai dit aller présenter. Première succession. Lorsque vous l'avez fait, on doit organiser une cérémonie. Cette cérémonie, elle est sacrée. Où vous allez vous asseoir sur la chaise à 3 pieds. Vous allez amener un chapeau, une pipe. Vous avez amené le sel-gemme à la maman. Vous venez donner et allumer le tabac du père. Lorsque vous l'avez fait, c'est la deuxième succession que vous prenez. Et là, on vous donne un nom. Si tu ne l'as pas fait, vous ne l'avez pas fait, vous n'existez pas dans la constitution. Mais là, c'est en pays bamileke. Hein. J'ai dit partout. C'est les modalités qui changent. C'est partout. Les rituels sont partout. C'est partout la même chose. Maintenant, vous venez déposer. À un endroit, si vous allez en pays étonne, le père peut décider, parce que ça c'est l'un des rituels, puisque vous voulez que j'en parle, il fait tuer une vipère, il appelle son fils, il le fait asseoir même le sol, il coupe un morceau, il l'initie. Désormais, tu peux manger sur la table des hommes. C'est des initiations. C'est des successions. Et ça se fait, M. Michel Gathiou. Lorsque vous avez passé ça, il reste maintenant la responsabilisation. S'il y a des réunions traditionnelles, s'il y a ceci. On ne succède que lorsqu'on a pris le crâne. Lorsqu'il y a eu cérémonie de présentation sur la tombe, partout. Dominique Audrey Oyengelek. Oyengelek, c'est le nom de ta grand-mère. Ta grand-mère, là, voici ici. C'est ton nom qu'on lui a donné. Sache que tôt ou tard, ton comportement doit refléter celle d'Oyengelek. On fait la présentation sur la tombe. C'est important que les gens le savent. Lorsque vous savez, chez les Bamileke, on te remet le crâne de ton père. Voici le crâne de ton père. Tu n'es pas seul. Tu es avec tes frères, tu es avec tes cousins. Personne ne peut ouvrir la gueule là. Permettez-moi que je parle également. Parce qu'on fait ce rituel-là. On lance le cori. On dit, est-ce que c'est lui? Pas positif. Est-ce que c'est lui? Pas positif. On dit, prends le crâne de ton père, on va. On arrive, c'est lui qui entre dans la case, qui dépose le crâne de son père. Il aménage l'espace avec l'huile, le sel et tout, il ressort. Donc ce garçon, ce garçon n'a pas vécu cette tradition. Il n'a pas fini, il n'a pas fait. Maintenant, lorsque vous sortez, dans tous les deux, vous voyez, on accroche toujours l'habit du défunt. L'habit du défunt sera porté par qui? Son successeur. L'habit du défunt et son chapeau. On ne joue pas avec ces choses, M. Michel Gathiou. On ne joue pas avec ces choses. Mais vous vient parler de la succession comme si on était en train de s'amuser. La pipe que vous avez donnée à votre père qui l'a gardée, cette même pipe, vous la reprenez, M. Michel Gathiou, parce que vous portez là la succession. On vous fait asseoir décidément sur le siège de votre père. Si vous entrez chez quelqu'un, je prends le cas de l'Ouest, vous ne voyez pas cette chaise à 3 pieds, pas celle qu'il a achetée sur la route de Bafoussa Bayangam, pas celle qu'on lui a faite. Vous devez trouver cette chaise-là qui atteste qu'il est passé d'une étape à une autre. C'est très long, Charles. Lorsqu'on a fini, Monsieur Michel, c'est toujours important. Lorsqu'on a fini, on va souvent ici à 40, M. Michel Gathiou. Oui, en fait, c'est important que ceux qui nous suivent écoutent au moment où on comprend très bien. Mais en fait, après ça, il y a ce qu'on appelle l'allégeance. Je coupe. Il y a ce qu'on appelle l'allégeance. L'allégeance, tout le monde vient s'asseoir. L'on fait asseoir le père. Chacun vient et dit, je reconnais en toi le père. Partout. À d'autres endroits, c'est une matière qu'on dépose. Il pose les pieds sur la matière. On vient le saluer parce que chacun sait que si je te manque de respect, que cette matière me blesse ou me tranche. Donc, je finis là parce qu'après il va partager la nourriture. Voilà le rituel de succession. Lorsque c'est respecté, on ne peut en aucun cas contester parce que tout le monde a participé à cette succession de quelque manière et ça a été clôturé par la nourriture. Si c'est une désignation du vivant, de son père, ça veut dire que je suis couché sur mon lit malade. Je dis que l'un de mes frères, si je ne suis plus là, c'est un Gathiou qui me remplace. Ça n'a nul effet. Il faudrait encore discuter. Il faudrait encore bagarrer. Donc il faudrait que les gens comprennent le principe de la succession. Est-ce qu'il a respecté cela? Point d'interrogation. Donc nos successeurs, on a affaire. Merci beaucoup. Dominique Audrey, votre avis sur mon style? Bah oui, justement parce que je suis successeur, vous pouvez bien comprendre. Donc je sais ce que c'est. Et quand je vous entends... Bah, vous n'êtes pas encore successeur parce que... Peut-être pas encore parce que ce rituel, on ne l'a pas traversé, mais de façon naturelle, on l'a peut-être irrité. Donc on va le dire ainsi. Allez, prenons la vidéo de Dominique Audrey sur l'histoire du jour. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites justement à ce monsieur en tant qu'Africaine? Brièvement, je dirais que
Le conflit qui l'oppose aujourd'hui avec ses tantes ou ses sœurs, si on veut, c'est un conflit lié au matériel. Visiblement, il y a au niveau de cette maison des biens. Et le fait de savoir que l'enfant de notre sœur vient réclamer les biens ici doit certainement poser problème. Donc à lui, tout simplement, je dirais, l'héritage que quelqu'un peut donner, peut transmettre à son enfant, l'héritage qu'un père peut donner à son enfant ou une mère, c'est simplement les valeurs, c'est simplement l'éducation que vous pouvez donner de bon. Parce que le matériel, vous aurez beau donner une maison, elle peut s'écrouler. Vous allez donner une voiture. Dominique, le successeur n'a qu'une valeur de représentativité. En termes de décision, c'est pas lui qui décide. Il n'a qu'une valeur de représentativité honorifique pour la famille et pour les prières spirituelles. Mais quand il s'agit de parler de terrain, ce n'est plus lui, c'est toute la famille. Dominique Audrey, merci. Oui, à ce moment, je suis en train de mentionner les conflits sous-jacents entre les filles et lui qui estime que maintenant que papa n'est plus là, il ne doit même plus d'abord habiter dans notre maison. Il nous bouffe l'espace avec sa femme et son enfant. Donc, précédemment, je parle encore des biens, en disant aux personnes qui généralement s'accrochent sur ce que leurs parents ont acquis en termes de biens matériels, c'est que le seul héritage que vous pourrez, vous également, enfants, perpétrer, ce sont les valeurs, les bonnes qualités et la bonne éducation que vous aurez reçue de vos parents, parce que les biens, ça vient et ça part. Mais maintenant, en termes de succession, si vous en arrivez au point où tout le monde remet en question votre état, votre qualité de père, rassemblez tout simplement vos oncles et autres. Et si, moi je ne sais pas s'il y a moyen de refuser ça, si vous pouvez refuser pour aller vivre votre vie normalement, vous vivez votre vie. Vous cherchez là-bas. Auquel cas donc que les oncles donc fassent comprendre aux autres jeunes femmes qu'elles doivent accepter, et maintenant à 26 ans avec femme et enfants, vous devez déjà être à même de vous trouver votre maison. Vous êtes géomètre, partez de là. Je crois que lorsqu'on les gens qu'on aime, il y a des filles à la qu'il aille louer. C'est là où c'est ça. On en rit un tout petit peu, Dominique, parce qu'en réalité... Vous vous moquez de moi. Non, j'en ris juste un tout petit peu parce que... Est-ce qu'on quitte tout à fait? Je vais prendre un exemple que vous connaissez très bien, qui est sur ce plateau, Kembon Bengan, qui a fui, mais ça l'a rattrapé, et il est là. Donc, on ne fuit pas ces affaires-là. Quand on est successeur, on l'est. Voilà. Oui, il est successeur, mais est-ce que le successeur vit obligatoirement dans la maison familiale? Obligatoirement là. Ça veut dire qu'il y aura toujours des conflits. Il n'y aura pas de conflit. Il n'y en aura pas. La maison de succession appartient au successeur. C'est lui qui en dispose. Il peut même vous mettre dehors et faire votre dépendance. C'est son local là. C'est son local. Il succède au propriétaire des lieux, dont il est le propriétaire des lieux. Il faudrait tout simplement dire aux gens, et c'est des problèmes qui se passent avec les chefferies aujourd'hui, où vous avez un chef qui arrive. Ce qui est au nom du chef appartient au chef, mais ce qui est au nom de la chefferie appartient à la chefferie. Il faut faire la part des choses dans les familles. Ce qui appartient au grand-père est la propriété du grand-père, parce qu'au nom du grand-père, ce qui appartient de manière collégiale à la famille devrait appartenir à la famille. C'est la famille qui en décide. C'est cette part de choses qui tue et qui plombe toujours le débat dans les familles. Donc, en tout cas, on apprend beaucoup de Dominique Audrey, de la tradition. Oui, il y a des sujets sur lesquels j'aime pas me prononcer parce que j'ai pas une grande maîtrise. Donc il faudrait impérativement qu'il rassemble toute la famille avec les oncles qui sont encore vivants pour qu'on tranche. Bon, c'est ce point de vue, hein, parce que il va falloir certainement créer une certaine distance pour que le respect, parce que après, c'est sa femme qui va commencer à bagarrer avec les sœurs. Lorsqu'on va taper l'enfant, ton père et toi, ton bâtard de père, machin. Et la femme qui va... Donc, il faut... Il y a des conséquences fâcheuses. Justement, il ne faudra pas qu'il y ait des conséquences où on va faire mal à ses sœurs. Ça veut donc dire que ceux qui peuvent couper disent que non, ne bagarre pas. Voilà. Allez, merci à vous, Dominique Audrey. Merci à Charles Lamel, Bomo Bengan, Karin Sontia. Allez, on va également prendre vos avis. Madame, Monsieur, dans un instant, sur notre antenne. Mais avant vos avis, allons savoir exactement ce que nous réserve la colère de ce matin au cœur de 10-12, le Zénith. Colère exprimée, dévoilée, restituée par Charles Amel Bachou. C'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question
de la filouterie, ou mieux de l'introduction subtile du code d'éthique imposé au sein de l'enseignement secondaire dans ce pays ou qui se prépare à être imposé. Comment comprendre l'unilatéralisme et l'intimidation instaurés comme mode de gouvernance au ministère des enseignements secondaires? Le ministère des enseignements secondaires a été frappé par des assassinats barbares, sauvages, des enseignants par des élèves. Au moment où on attendait que Madame la ministre se prononce sur le cas de Njonan Tchakounte, elle a plutôt posé la question de savoir que faisait-il là-bas. À peine voulait-on sortir que c'est un autre enseignant qui se faisait assassiner par son élève lors d'un mariage. Comment donc comprendre qu'au moment où il faut apaiser les tensions, on souhaite plutôt énerver davantage, enflammer les colères des enseignants à travers ce qu'on a baptisé code d'éthique, même si après on a dit que cette fuite de documents était un fake. On connaît ce qui se passe dans ce pays. Comment comprendre le fait pour les enseignants camerounais de découvrir sur les réseaux sociaux un projet de code éthique en préparation dans leur département ministériel sans une consultation au préalable? Comment un texte d'une telle importance peut-il être élaboré de manière unilatérale au mépris des lois nationales et des conventions internationales dont notre pays est signataire? Comment comprendre le fait, pour ceux qui ont la charge de faire respecter la loi, de la piétiner les premiers? Savez-vous que la loi numéro 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun, en son article 33, stipule, je cite, « Les membres de la communauté éducative sont associés par l'intermédiaire de leurs représentants aux instances de concertation et de gestion instituées au niveau des établissements d'enseignement, ainsi qu'à chaque échelon de collectivité territoriale décentralisée ou des structures nationales de l'éducation. » Savez-vous qu'il existe un article, notamment l'article 12, alinéa 2 du texte, qui donne droit au chef d'établissement privé de licencier un enseignant sans passer par l'inspection du travail? C'est dans ce code d'éthique. L'article 12, alinéa 2, donne droit au chef d'établissement du privé de licencier un enseignant sans passer par l'inspection du travail. Franchement, c'est de la sorcellerie. Lorsque vous allez voir qui sont les détenteurs de ces établissements privés, c'est les femmes des ministres, c'est les femmes des directeurs généraux, c'est les femmes d'opérateurs économiques, c'est des opérateurs de l'armée camerounaise, des colonels. Ils sont pleins à Bonabéry, ils sont pleins à Yassa, qui ont des écoles, ce sont eux. Le pauvre n'a pas droit à la parole. Le pauvre enseignant, malgré son savoir, doit se faire virer sans passer par l'inspection du travail. Pourtant, le licenciement d'un personnel du secteur privé devrait passer par un organe disciplinaire où la procédure est contradictoire. Ceci serait d'ailleurs conforme à l'article 49 de la recommandation sus-évoquée qui stipule que, je cite, les organisations d'enseignants devraient être consultées lors de l'institution des procédures disciplinaires, chose qui n'est pas faite. Procédons à la lecture des 4 chapitres de ce code d'éthique pour constater que ceux qui nous gouvernent ont vendu leur âme au diable, puisqu'il n'existe aucune considération du pauvre enseignant. Savez-vous que l'article 6 de ce code d'éthique, qui parle des comportements prohibés, manque de précision en certains de ces alinéas? On dit là-bas à l'article 6 que sont prohibés, l'expression d'une conviction
syndical face aux élèves. Rappelez-vous qu'à VBC, un enseignant avait abordé une question. Il s'est fait molester, il s'est fait éjecter de la salle manu militari par madame le sous-préfet qui l'avait giflé à cause des thématiques. Je continue. Le même article 6. Il est prohibé, sont prohibées toute forme de menace sur l'élève, même gronder, c'est prohibé. Avec un pareil texte, code d'éthique, ne soyons pas surpris que demain, des enseignants soient licenciés sous prétexte d'avoir exprimé leurs convictions syndicales face aux élèves, ou bien qu'un élève qui est reproché de n'avoir pas fait ses exercices se plaigne d'avoir été menacé par l'enseignant avec un ministère qui devra désormais le protéger. Savez-vous que ce projet code veut transformer les enseignants en espions les uns contre les autres? Et il suffit de lire les articles 17, 16 et 18 qui traitent de la dénonciation des présumés coupables de certaines fautes prévues par ce projet de code. Savez-vous que ce projet de code éthique a pour seule cible les enseignants des salles de classe? Il donne tacitement une forme d'immunité au personnel des services administratifs centraux et déconcentrés, alors que les brebis galeuses de ces services sont à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements dont sont victimes les enseignants visés par les sanctions de ce projet code. En définitive, ce code d'éthique protège les directeurs, les proviseurs, les ministres, mais livre à la vindicte populaire les enseignants. L'enseignant n'a même pas le droit de demander la craie. Pourtant, le paquet minimum n'arrive pas. Il n'a pas le droit de gueuler en salle pour des élèves qui ne travaillent pas. Il devra dire, comme Dominique Audrey nous le dit ici, soyez gentils, discutez, dialoguez. Colère exprimée de Charles Hamel ce matin sur ce code d'éthique qui a fuité, effectivement, qui était en préparation et qui a été rendu public également. Aujourd'hui, il y a une crainte. Rapidement, on l'a ressorti en laissant croire que c'était un fake, que c'était pas vrai. C'est sorti. Et Charles Hamel a choisi également ce matin. On travaille toujours dessus. Et oui, mais quand même, il y a eu 2 points qui nous ont interpellés. 2 points essentiels. Pas d'expression syndicale face aux élèves. Bon, Bengan. On peut comprendre effectivement que l'enseignant aujourd'hui ne puisse pas faire une éventuelle revendication, comme on en sait. On sait qu'aujourd'hui il y a des revendications au niveau du Cameroun avec le corps des enseignants. Que l'on commence dans un code. Heureusement que ça a fuité, on a vite compris que l'on ne veut même plus que les enseignants se plaignent. Est-ce qu'on ne serait toujours pas en train de vivre le totalitarisme là, même dans le corps des enseignants? Quand vous dites on va revivre, ça veut dire qu'à un moment, le totalitarisme était parti et c'est en train de revenir. Déjà, je serais tenté de vous poser la question à quel moment le totalitarisme était parti du Cameroun. Non, c'est effectivement le totalitarisme qui est chez nous, qui est bien exercé, et la colère de Charles Hamel aujourd'hui est l'une des conséquences de ce qui arrive. Et ça traduit justement le fait que depuis décembre 1990, la session dite des libertés de l'Assemblée nationale, c'est là où on avait voté là, sur le pluralisme et ainsi de suite, on n'a jamais parlé des textes qui régissent le monde syndical. Quand vous créez un syndicat au Cameroun, vous êtes obligé de vous inspirer des textes du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail. C'est malheureux. C'est malheureux. Pourtant, donc, en fait, on voudrait dire aux enseignants, vous n'avez pas droit de revendication. Vous ne devez pas former des syndicats. Vous ne devez pas. Et également aux élèves, vous ne pouvez pas non plus constituer des associations d'ordre syndical. Oh, c'est interdit. Les élèves doivent le faire. Les élèves doivent constituer des associations d'ordre syndical. Est-ce que les textes camerounais le permettent? Oui, ils devraient le permettre. Si on ne le permet pas, c'est donc le totalitarisme. Ça veut dire que les élèves, ils doivent savoir qu'il y a un règlement intérieur à l'école.
doivent savoir que nous fréquentons, nous sommes en régime, comment vous appelez ça, de journée continue. La récréation, c'est tel, il y a un emploi du temps, il y a cours de français, de mathématiques, d'histoire à telle heure. Vous croyez qu'au Cameroun, on peut laisser les élèves s'exprimer en syndicat, en association, pour revendiquer leurs droits? Justement, le totalitarisme a ceci que on vous recrute dans le sérail ou on vous met à la périphérie. Ou alors, vous êtes voué aux gémonies. Vous êtes voué aux gémonies. C'est les deux, voilà, les axes principaux du fonctionnement d'un régime totalitaire. Donc, et c'est pour cette raison que là, il faut le saluer également, un ancien enseignant, proviseur du lycée général Leclerc, Charles Borromé Etoundi, lorsqu'il avait été nommé ministre de l'Éducation nationale, avait voulu faire ce qu'on appelle l'école ordinaire. Et il se concerte, et c'est avec lui que les enseignants s'organisaient en mutuelle pour prendre le CPR en tant qu'organe, et devaient, selon lui, les enseignants devaient participer dans l'élaboration des programmes scolaires dès la base avec concertation. Mais vous allez vous rendre compte qu'ici, dans des régimes totalitaires, d'abord on l'a enlevé parce qu'il ne devait pas le faire. Et dans ce régime, ce que Charles Hamel dénonce ce matin, c'est qu'il n'y a pas de concertation. Et vous verrez que ça a été le cas avec les artistes dernièrement. Ça a été le cas avec les Lions indomptables. On vous parlait d'un code éthique des Lions indomptables. Mais c'est où? Vous êtes bien envie de savoir où. Et il interdit là-bas aux joueurs de former un syndicat. Et c'est pour cette raison que même là-bas, aujourd'hui où on parle de la prévoyance, on passe de la prévoyance à la sécurité sociale, vous verrez que on ne fait attention au fait que les footballeurs, nos footballeurs, on a un championnat professionnel, comment les footballeurs peuvent bénéficier de pensions retraite? On réfléchit sans vous. Sans vous, même les enseignants qui sont en principe les acteurs majeurs. Non, les ouvriers intellectuels, on leur interdit de réfléchir. Très bien. Et ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit, Karine, sont prohibées toute forme de menace sur élèves, est-ce que c'est pas vraiment aller en vrille? On est allé en vrille, autant aussi supprimer on appelait ça à l'école, notamment le règlement intérieur, il faut supprimer parce que ça fait en sorte que l'élève n'a plus d'obligation. Il faut supprimer les cours de CM, oui, parce que là, on va pas les enseigner les règles syndicales, le droit et leurs devoirs et autres. Il faudra supprimer l'histoire parce que dans l'histoire, on parle de l'UPC et autres questions, des questions qui pourraient encore attirer leur attention sur notamment les actions syndicales. Il faut supprimer le cours de CM. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient des citoyens qui connaissent leurs droits. Vraiment, il faut supprimer tout ça. Comme ça, les élèves pourraient grandir avec des idées anarchiques dans la tête et se croire des rois. À l'heure où, dans les établissements scolaires, les élèves sont... Je peux vous rassurer que vous leur donnez des idées là? Non, il faut qu'ils prennent ça en compte parce que vous ne pouvez pas... Et on vous rappelle en même temps que c'est des idées qui ont été pensées en consortium. Vous ne pouvez pas. Et c'est vous qui avez fait des propositions. Vous ne pouvez pas être des enseignants à la base. Je dis des enseignants à la base. Au ministère de l'enseignement secondaire, il y a des enseignants. Vous ne pouvez pas être des enseignants à la base et vous comporter comme si vous étiez des administrateurs qui pensent pour les autres et pas pour que les autres soient heureux. C'est-à-dire qu'on pense pour vos activités sans vous inclure pour leurs intérêts eux-mêmes. Et au final, on continuera à avoir des élèves qui peuvent manquer du respect aux enseignants sans que l'enseignant n'ait le courage de se plaindre à qui que ce soit. On aura des élèves qui pourraient sortir le couteau sur leurs enseignants en salle de classe parce que tu es d'abord qui te connaît. On aura des élèves qui pourraient rencontrer leurs enseignants dans la rue et donner des bonnes fessées. Parce que dans les collèges, on a vu ça. Des élèves qui disent aux enseignants, attends quand on va remettre le bulletin. Tu es fort ici, non? C'est ça qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on aura dans notre société des personnes sans foi ni en fait, on forme des malfrats. C'est ce qu'on veut nous dire. Que dans nos écoles, c'est ce vers quoi on tend. Parce que des personnes qui ne sont pas amenées à respecter des règles sont des potentiels malfrats. Si vous dites aux enseignants qui n'ont pas le droit à gronder un élève, mais dis donc, ça veut dire que si un élève ne fait pas le devoir, il ne faut pas le punir.
Comme vous avez vu à l'extrême nord là-bas, cet enseignant qui a été agenouillé ou encore assis à même le sol devant les parents d'élèves, l'élève en question et le sous-préfet, justement parce qu'il a osé punir un élève pour n'avoir pas fait ses devoirs, ou encore parce que le parent avait fait ses devoirs à sa place. C'est-à-dire que désormais, vous, enseignants, obtempérez, faites en sorte que quand vous entrez dans une salle de classe, à la prochaine rentrée scolaire, quand vous entrez dans une salle de classe, vous recopiez le cours au tableau, vous vous asseyez, il recopie, vous effacez, vous copiez la deuxième partie, il recopie. Heureusement que ce code d'éthique n'a pas été rendu public. Non, il va être rendu public, ne vous inquiétez pas, on a parlé comme ça pour les artistes et ça a été rendu public. Il y a le code d'éthique de l'enseignement supérieur qui est d'une barbarie sauvage. Donc prochainement, quand vous recopiez cela, ils finissent de recopier, vous dites au revoir, vous sortez, vous partez. Pas de questions, pas de devoirs, rien. S'ils veulent former des fous, formez des fous. Parce que ça commence à devenir un peu la république de tu vas me faire quoi va faire. Et finalement, tout le monde est capable de tout. Mais s'ils peuvent enseigner, qu'ils entrent dans les salles de classe et qu'ils dispensent des cours, ils partent. Parce que même à l'Occident, c'est pas le cas. L'enseignant a le droit de punir un élève. L'enseignant a le droit de lui mettre hors de sa classe. Si vous voulez vraiment copier l'Occident, vraiment, copiez bien. Copiez bien, parce qu'à un moment, ça devient un peu la cour du roi Péto. Et l'éducation, c'est un élément crucial dans la construction d'une nation. On a aujourd'hui les secteurs comme la santé et l'éducation qui sont marginalisés, abandonnés, justement parce que on a des gens qui pensent pour eux, mais pas avec eux. Et ça devient du désordre. Et vraiment, si vous n'avez pas la possibilité même de vous asseoir et de penser, parfois il faut abandonner. Et dire, faites comme j'ai dit là. Vous allez voir ce que ces proviseurs vont faire. On va commencer à vous dire, sanctions disciplinaires, vous ne faites pas. Ne donnez plus les devoirs aux élèves. Parce que finalement, ça ne vous apporte pas. Vous n'avez pas d'augmentation. Vous n'avez pas de nomination. Vous n'augmentez pas en grade. Vous n'avez pas d'augmentation de salaire. Et vous pouvez même mourir parce que vous avez dispensé un cours. Mais faites-le comme ça, recopiez. J'ai une connaissance qui me disait un jour que lui, enseignant au niveau supérieur, une élève est venue se plaindre, enfin, le parent d'une élève est venu se plaindre du fait que l'enfant serait allé dire à son père que l'enseignant ne l'aimait pas, elle, l'élève. Elle est qui? Alors, le père a pris la main de l'enfant, l'a ramené à l'établissement, tentant de rencontrer l'enseignant, il a pu le faire. Et le père demande à l'enseignant, pourquoi vous n'aimez pas ma fille et vous toujours les sous-moyennes? L'enseignant dit, papa, j'ai compris, il n'y a pas de souci. À toutes les séquences, elle avait 20 sur 20. Oui. Qu'elle est bien écrit ou qu'elle est mal écrit, elle a 20 sur 20. Il faut le faire. J'attends le retour de ton papa. Lui-même, le père a été obligé de revenir voir l'enseignant pour dire, mais finalement, où en sommes-nous? Comme pour dire que l'enseignant sur le coup, à un moment donné, il lui a fait comprendre, mais écoute, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui sais quel est le niveau de votre enfant. C'est une affaire de sentiment. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Samuel Boa a été nommé au cadre parce qu'il a demandé à la fille d'Aïdjo, il a convoqué Aïdjo. Il a demandé à la fille d'Aïdjo, je veux voir ton papa ici. Très bien. Et le lendemain, Aïdjo est venu et il a interrogé, lui a donné le comportement de sa fille en lui disant ce qu'il faut régler, ce qu'il faut vérifier à la maison. Une semaine après, Samuel Boa était. Et pourtant, il était censeur à l'époque. Non, il y en a ceux qui sont à l'ENAM, on ne sait même pas s'ils vont à l'école ou pas. Bon, allez, on en reparle. Petite pause, madame, messieurs, on se retrouve. Allez, bon retour à vous, madame, messieurs, après 7 minutes de pause sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, le talk show qui vous est livré, oui, du lundi au vendredi de 10h à 12h. Merci à vous de toujours trouver l'intérêt à rester présent sur nos antennes. Allez, on va certainement mieux comprendre et vider ce sujet concernant ce code d'éthique qui aurait fuité, oui, sous la toile, et qui aujourd'hui nous a permis de déceler les réalités, la conception, l'orientation, mais surtout le regard désorienté que l'on voudrait imposer aux Camerounais, notamment aux enseignants et à nos enfants de demain. La crainte, rapidement, c'est de faire le lien avec ce qui s'est passé en France il y a quelques 2 ans déjà, où les Français eux-mêmes sont montés au créneau pour dire non au code qui était imposé dans les établissements, y compris à l'école maternelle, où l'on voudrait déjà très tôt enseigner aux enfants d'avoir des orientations sexuelles à bas âge. Est-ce qu'on ne va pas vers là? Est-ce que nos réalités structurelles, conjoncturelles, entre guillemets, et même
culturel, pour ne pas dire traditionnel, on n'est pas nous aussi en train de virer. Allez, Dominique Audrey, c'est un code également qui vous inspire, certainement en commentaire ce matin. Oui, qui m'inspire surtout d'abord à l'endroit de tous ces enseignants et instituteurs qui sont marginalisés, les marginales de la société camerounaise. J'ai envie de partager avec eux une citation de Thomas Sankara qui disait que lorsqu'on est malade, il ne suffit pas de prononcer le nom du médicament pour être guéri. Il faut prendre ce médicament-là pour guérir. Comme à ces syndicats qui restent silencieux devant toutes les injustices que nos enseignants, nos maîtres et instituteurs subissent au jour le jour, vous devez prendre les choses à bras le corps. Comment comprendre que après la mort de Tchakounte Djomi Boris, je crois, âgé de 26 ans, n'ait pas suscité beaucoup plus de révolte au sein de la société. Vous avez porté la toge, ok. Vous avez marché, c'est terminé. Mais avant ça, si on va à l'éducation de base, à Garoua 2e, on a fait un soir un maître à même le sol devant et collègues et enfants, simplement parce que l'enfant n'avait pas fait les devoirs. Je crois que c'est le sous-préfet qui est descendu pour faire ce travail-là sur le terrain. On va plus loin. Au niveau d'AVBC, M. Fongan, Nathan a parlé de M. Kamto. Et cela lui a valu, tout ce que ça lui a valu, entre autres une claque d'une dame, du commandant de brigade notamment. Personne n'a rien dit. Vous vous êtes ému là sur la toile et c'est passé. Permettez-moi, Dominique Audrey, je voudrais, la question est personnelle. Est-ce qu'on fait des messes sur des Camerounais? Je ne comprends pas. Comment, moi, je ne comprends pas. Là, c'est l'individu qui peut parler également, même si on est en télévision et que les émotions ne devraient pas être ressorties. Mais comment est-ce qu'on peut accepter une telle humiliation? Que l'on frappe sur un enseignant, que l'on fasse asseoir un enseignant à même le sol, que l'on assassine un enseignant et que malgré les revendications, qu'on ne trouve pas un consensus, peut-être le mot consensus n'est pas, qu'on ne trouve pas de solution. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que c'est parce qu'on se dit que les Camerounais n'ont pas la culture de la révolte, de la rébellion, de la descente dans la rue? Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que l'on arrive à ce niveau-là? Comment vous expliquez ça? Je vais vous répondre d'abord par une autre citation. Encore Thomas Sankara. Il disait qu'un esclave qui ne se révolte pas, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. La liberté, il faut lutter pour être libre. Seule la lutte libère. Un enseignant comme celui de philosophie est giflé parce qu'il dit que madame, vous ne pouvez pas fouiller les élèves maintenant. Attendez un peu que la composition se termine. On lui donne des claques. On l'enferme d'abord. À son préfet. Et après, elle a été promue. Madame B. Elle a été mutée. Bon, mutée, c'est comme il fallait l'enlever de là, de peur que voilà, des choses se compliquent pour elle. C'est comme des fleurs qu'on lui a données. Il y a une dame, à Bafoussam, Baleng notamment, qui a été tabassée par un militaire. Le père de l'enfant qui a estimé que vous ne devez pas menacer mon enfant, gronder mon enfant, qu'il fasse les devoirs ou pas, ça ne vous engage pas. Au point de brutaliser la collègue de la maîtresse en question et de pousser la directrice de l'école dans les escaliers. Monsieur Laurent Serge Dingwa, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de demander dans les établissements qu'on nous mette des jardins, qu'on organise des causeries tous les mois. Mais monsieur, vous vous êtes assuré, même si je trouve que ces mesures soient... Vous vous êtes assuré de l'effectivité de cela sur le terrain? Non, je ne pense pas. Il faudrait qu'on... Oui, mais les fleurs, je crois que les fleurs, certainement, ça apaise la colère. Vous voulez que je vous dise quoi? Un enfant de l'école primaire, vous demandez qu'on mette le jardin. C'est le père qui vient taper. Comment est-ce que vous protégez vos enseignants? C'est bien dommage. Comment est-ce qu'on les protège? Ils ne font absolument rien. J'avais moi dit ici que c'est vrai, on a des enfants, on a des frères qui vont à l'école, mais je crois qu'à un moment, il faut parfois être dur et sacrifier des choses. Les enseignants doivent prendre leur destin, prendre les choses en main. Je ne vais pas parler de Madame Nalovi Alonga parce que vraiment, c'est un autre dossier avec les caméras. Ah, bon. On va pas parler de l'autre là. On va pas parler d'elle, mais il faudrait que les enseignants... L'avenir du Cameroun repose sur eux.
aujourd'hui, nous dire qu'on ne peut pas gronder un élève, ça veut dire qu'on a acté le fait qu'un élève puisse dire à son enseignant, mon père est militaire, hein. Tu as intérêt à te calmer, tu me laisses entrer, tu me laisses passer, auquel cas... Ah ben c'est bien, peut-être il faudra rappeler également à l'enfant que ton père est militaire, non. Mais je suis une munition plus dangereuse que Désormais, l'arme de vous ton ne père. parlez pas. L'enseignant va se taire. Désormais, vous ne parlez pas. L'enseignant va se taire, donc... Ils Soit arrivent vous dans prenez les les temps choses en des main, soit vous prenez le risque de continuer de vous faire taper devant vos élèves, insulter même par des élèves du cours élémentaire 2, du cours moyen 2, et dans le pire des cas de vous faire tuer. Moi, je suis contre ça. Donc, s'il faille d'abord que vous disiez que tant qu'on n'arrange pas les choses, tant qu'on ne vous met pas en sécurité, tant qu'on ne vous donne pas des salaires conséquents, parce que dans la région du Nord, là-bas, non seulement ils sont marginalisés, ils sont maltraités et ils ne sont même pas payés, alors qu'ils sont partis de leur confort pour pouvoir s'assurer que les Camerounais aient une bonne éducation. Donc, vous arrêtez avec tout ça. Si vous ne prenez pas les choses en main, on va continuer de faire de vous des marchepieds. En même temps, donc, seule la lutte pourra vous libérer. On verra, mais on sait en même temps que, comme disait quelqu'un, les Camerounais, c'est des tapettes qui n'ont pas de couilles, entre guillemets, c'est peut-être trop osé de le dire, vraiment pour pouvoir rester le discours que vous tenez les conforte dans cette position. Oui, en même temps, c'est qu'on ne connaît pas l'impression qu'on est en train d'amener les gens à se soulever, mais demander aux Camerounais, permettez Dominique, que les gens se comprennent bien. Nous avons un avenir à sauver. Nous avons l'avenir de nos enfants à sauver. Nous avons l'avenir des Camerounais qui sont vivants aujourd'hui à sauver. On sauve ça comment? Et si nous commençons aujourd'hui à dénigrer, à destituer et à vouloir tuer l'enseignant dans une société comme la nôtre, nous ne sommes plus en train de la construire. Est-ce qu'on ne va pas dire, Charles Hamel, peut-être pour mieux comprendre et mieux sortir de ce sujet, que l'occidentalisation de l'école, l'occidentalisation de nos comportements en tant que Camerounais aujourd'hui, faire en sorte que l'école soit vue sous le prisme de la volonté occidentale et non sur le prisme des valeurs africaines que nous devons prôner. Donc c'est la faute à l'autre. Monsieur Michel Ngachou. C'est la faute à l'autre. En réalité. Monsieur Les Michel Occidentaux respectent les enseignants. Vous êtes un opérateur économique. Où ça? Vous avez atteint, je prends un exemple, vous avez atteint un âge et vous vous rendez compte que vous avez passé le temps à faire avancer vos enfants à l'école. Vous les avez fait avancer. Vous payez votre enfant une licence. Demain, vous sentez que vous allez mourir et vous avez une seule volonté, c'est laisser quelqu'un qui peut tenir votre structure. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez la réponse, on pourra comprendre ce qui va arriver. Ces différentes personnes ont fait des enfants bêtes, idiots et tarés. Peut-être choisissez bien les mots. Je dis certains, ils ont fait des enfants bêtes. Monsieur Michel Ngachou, pour rester poli en télévision. Monsieur, je le dis, bête c'est pas une injure. Idiot c'est pas une injure. Allez dans le dictionnaire. Allez dans le dictionnaire, idiot aussi non. Qualifiez quand même l'enfant de un enfant taré. Vous avez un père qui boit du whisky, vous avez une maman qui vous faites des enfants tarés. C'est dans le dictionnaire, monsieur. Oui, mais écoutez. Quand on enlève du dictionnaire. C'est des valeurs. Lorsqu'on a une progéniture, c'est une valeur que l'on a Monsieur Michel Ngachou, je vais vous prendre le cas de cette ponte du régime qui choque chez lui. On l'amène à l'hôpital général. Il arrive à l'hôpital général, il demande qui est le médecin, le nom du médecin. On donne le nom de son fils. Amenez-moi chez moi. Que je rentre mourir chez moi. Ce gars, c'est un idiot. C'est son père qui le dit. Son propre père. Regardez l'état du Cameroun qui est plombé. C'est plombé par qui? Mais les fils de ces gens. Vous voulez qu'on vous permette d'aller à l'école et d'être meilleur pour afficher l'état de leurs enfants? Vous avez... Non, monsieur Michel. Allez-y, Charles. Vous avez des gens qui ne parviennent pas à écrire leur nom. Je vous prends dans le CAM. L'ancien maire du CAM ne savait rien écrire. Il savait pas écrire son nom. C'était son fils qui travaillait pour lui, avec ses soeurs et tout ça, qui était conseiller municipal. On peut vous en citer. Nous avons des gens qui ont réussi. Vous ne savez pas comment il a des doctorats ethniques. Non, permettez-moi. Mais ne pas savoir écrire son nom, c'est pas exagéré. Monsieur Michel Ngachou. On est maire, comment on sait écrire son nom? J'ai dit, il ne savait pas écrire son nom. Ne faites pas aussi des noms, Je vous dis, ça va écrire son nom. Je le dis, je pèse mes mots, monsieur Michel Ngachou. Donc vous assumez? Il était là, oui, il était maire.
J'ai dit dans le CAM a plusieurs arrondissements. Allez savoir. Mais c'est connu. Ceux qui sont de là connaissent de qui je parle, monsieur Michel Ngachou. Parce que c'est une grande famille, c'est connu. Donc, monsieur Michel Ngachou, on s'arrange à bêtir les Camerounais exprès. Regardez la morale universitaire aujourd'hui. Quelle est la morale qu'on a à l'université, que nos universitaires sont en train de laisser? Quelle est la morale? Nous n'en avons pas. Nous avons des docteurs bancals. Nous avons des ingénieurs bancals. Je parle comme quartier pour que vous compreniez. Non, les professeurs, c'est les professeurs qui tuent le système, qui sont en train de tuer. Bon, on va parler de la question du CPR tout à l'heure. On a connu des grands. Je pense qu'il y avait un monsieur dont le nom revenait tout le temps sur les livres, c'était monsieur Deboué. On a connu des gens qui écrivaient des livres. Ils s'asseyaient pour penser la mathématique. Alvin Ekoto Ebolo. Voilà mon livre unique de français. Ouais. Voilà, des gens. Nous, on a lu ça. Vous avez, jusqu'aujourd'hui, quand je prends mon livre unique de français, je le parcours, mais j'ai un bonheur à lire le français qui n'est pas ma langue. Regardez ce qu'on sait désormais. On dit à un enfant que la Sénégal coule dans la Garoua. Les livres d'aujourd'hui. C'est parce que avec les affiches du centre climatique, on avait une fierté à tenir nos livres de lecture. Mon livre unique de lecture et le nom Alvin Ekoto Ebolo c'était marqué. C'était une fierté nationale. Alors, vous voyez donc, on se retrouve à bêtir progressivement. Maintenant, il faut masquer et jeter la responsabilité sur l'enseignant. L'enseignant qui n'est pas payé. Monsieur Michel Ngachou, vous avez déjà vu la chaussure d'un enseignant après le premier trimestre? Vous voyez le rire de surtout un vacataire qui attend l'intégration. Oh, monsieur Ngachou. Vous voyez, jusqu'où on va sortir un code d'éthique pour dire les enfants sont des saints, les enfants sont des saints et des rois, tandis que les enseignants sont des diables. Ça suppose que tous les noms que Dominique Audrey a cités tout à l'heure, ce sont ces enseignants qui provoquaient les élèves, monsieur Michel Ngachou. Je crois aujourd'hui qu'il y a un concept qui est né sur Facebook. Citez, donnez-nous le nom de vos enseignants ou des enseignants qui vous ont marqué. Mais passez sur cette page. Vous allez voir ce que les gens disent de leurs enseignants. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible de le faire? On a clochardisé. Donnez-moi le nom de l'enseignant qui vous a marqué, Charlemagne. Oh, ils sont nombreux. Donnez-moi juste un seul. Non, monsieur. Non, juste un seul, juste un seul. Non, juste un seul. Monsieur Zenga, qui? Et quand monsieur Zenga. Oui. Chez moi, c'est Madame CJ. Madame CJ. Enseignante d'histoire, géographie, ECF. Monsieur Bon Bengan. En philosophie. Mettez bon Bengan, répétez ça, mais déjà, mais le mot d'un enseignant qui... J'en ai eu que deux. Oui. Non, les deux m'ont marqué. Oui, bon. Bon, au moins son nom. Georgette Bilong et Victorine Tiral, les deux. Moi, je me suis limité à Mamadou et Pineta après. D'accord, Dominique Audrey, rapidement. Bon, professeur, monsieur Nyoum, professeur de journalisme, oui. Attendez, monsieur Nyoum Benjamin. Oui, Nyoum Benjamin. Maintenant, là, tu as l'université, là. Non, bah, on est en primaire. En primaire. Monsieur m'a trop fouetté. Il m'a tellement fouetté qu'il m'a trop à l'école primaire, oui. Non, mais Madame CJ nous avait mis tous à genoux parce qu'on ne connaissait pas Mayo. Vous ne savez pas. Je vais saluer tous les élèves de l'école publique de Tinga. Groupe 1 ou moi, groupe 2 ou groupe 3. S'ils ont connu celui qu'on appelait Monsieur Robert. Je ne sais pas si vous avez une idée de Monsieur Robert au lycée de Tinga, à l'école publique. Ou encore Mr. Henry Ndonji Moma. Je vais vous dire, moi je parle l'anglais aujourd'hui. J'ai appris l'anglais pendant 2 années au CES de Bassamba. Pour ceux qui vont de Bassamba. Et je n'ai pas fait l'anglais en 6e. J'ai fait l'anglais en 5e et en 4e. Je parle ici devant mes camarades de classe qui sont là. En 2 ans avec Mr. Henry Ndonji Moma. Je parle l'anglais. Et après, en classe de 3e, quand je quitte de Baganté pour Yaoundé, allez, c'est fini. Mais ça fini. fait... Le chef de l'État a réussi à retrouver son enseignant. Mais il a échangé avec son... Je vous assure que les enseignants, quand je les coince, même si je suis assis en train de prendre une, je cache. Mais ce système a quand même fait en sorte... C'est pas le traumatisme, mais c'est l'honneur. Monsieur Mbatou, j'ai l'impression quand même que ce système de marginalisation des enseignants a commencé il y a bien longtemps parce que même dans les lycées, il y a des enseignants qui disaient que Kada Uno Yeba Sokrous. Je pense ici à Madame Iwele qui le disait chaque fois et quand elle était déjà désinvolte par rapport à un comportement des élèves, elle disait Kada Uno Yeba Sokrous. Donc chacun porte sa Ça a commencé en 93-94 avec la réforme. Avec les réformes qui sont arrivées là et
et la dévaluation du franc CFA. D'abord, on a eu un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Mbela Mbappé Robert. Il a dissous tous les syndicats. En principe, vous aviez un enseignant, proviseur du lycée Georges Sissi, qui était président de l'Ordre des enseignants du Cameroun, Louison John Bonguet. On l'a affecté un lycée après Kaélé. Les Jean-Marc Coco, on l'a fait, je ne sais pas dans quel truc à l'ouest, les Banca, les Joseph Kamdem et tout. Donc tous les syndicats d'enseignants, on les a décapités, on les a affectés et on les a mis en position 80. Position 80 pour un fonctionnaire, ça veut dire que son salaire est coupé. Par le seul fait qu'ils sont syndicalistes, ils commençaient effectivement à poser le problème des enseignants, nombre d'élèves dans la classe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est à ce moment donc que ça a dégringolé. Il fallait attendre 98, dans le remaniement ministériel du 7 décembre 87, pour avoir Charles Etundi qui vient commencer à remettre l'enseignant en selle. Et après, malheureusement, n'a pas mis Donc, Robert Mbela Mbappé a été un mauvais ministre de l'éducation. Je n'en sais rien. Peut-être c'est les instructions qu'il a eues. Moi, je parle du système. Je donne seulement des références. Peut-être le système a fait de lui un mauvais ministre, on va dire. Je n'en sais rien. Je sais seulement qu'il était magistrat parmi ceux qui ont condamné Ernest Wandiou également, si vous voulez connaître. Mais le problème, c'est le système. C'est le système qui met l'enseignant comme un vaurien. Un vaurien. Or, l'enseignant, je vous disais ici, dernièrement, quand j'entendais les gens qui passaient 2-3 concours, personne n'allait à l'ENAM. Un gars qui a sa licence, il passe le concours d'entrée à l'ENAM et de l'école normale supérieure, il va à l'école normale supérieure. Merci, 3-4 ans après, il a sa voiture, il a une maison, il a sa famille. Merci. Karine Santia, les messages de nos téléspectateurs rapidement, et puis par la suite, on va faire une pause. Avec vous, madame, monsieur, tout en vous rappelant que vous êtes sur Equinox Télévision avec le programme 10-12, le Zénith, vos voix en lecture. Oui, Karine Santia. Un instant, hein, c'est pas évident. D'accord, on vous donne le petit lycée, instant. on avait un professeur qui aimait bien se bagarrer avec les élèves. Hein. Ah bon? Au lycée de Tinga là-bas, ouais. Au lycée de Tinga? Monsieur Attendez. Ça me dit quelque chose. Monsieur Lundu, Monsieur il avait Lundu. bien dit qu'il est belge. Ah, de regretter mémoire. Ah, malheureusement. Ouais, de regretter mémoire. Attends, vous avez le eu le pauvre. même enseignant. On a même école, grandi dans le même avec environnement. le lycée. Le lycée de même Tinga, lycée. respect. Écrire une histoire. Alors que moi, je n'ai connu que des livres. L'occidentalisation de l'éducation. Apprennent à lire et à écrire. Et Mamadou et Bineta Sans devenir. sont devenus grands. Je ne suis pas arrivé à ça. Merci beaucoup. Les messages Karine Santia. L'occidentalisation de l'éducation n'est pas un défaut pour moi, c'est même une obligation et une évidence. Mais le Cameroun, en voulant copie mal, sans tenir compte du système dans son ensemble et dans son ensemble et le politise. Les libertés, la santé, le droit, l'emploi, etc. Le problème au Cameroun est central. Il faut repenser ce pays, instaurer la méritocratie et élaborer un meilleur programme éducatif. Mohamed Aboubakar qui nous a écrit. Alors un autre message. Ce matin, le problème des enseignants dont vous parlez est tellement grave qu'on a l'impression aujourd'hui que l'enseignant est devenu une victime de son métier. Imaginez que les enseignants fuient la surveillance des examens officiels aujourd'hui parce que vous pouvez être sanctionné juste parce que vous avez osé attraper un élève en train de tricher. Et si vous le laissez par crainte, le chargé de mission peut vous accuser de complicité de fraude. Et en plus, on vous sort des textes pour dire que vous êtes obligé de participer aux examens. Si vous êtes convoqué pendant les examens, il suffit qu'un élève lève la main pour dire qu'un enseignant le met mal à l'aise et qu'on le sort de la salle. Une chose est sûre, l'enseignant n'est plus épanoui dans son métier au Cameroun. Et la conséquence, comme vous le dites, nous formons des malfrats. C'est vraiment regrettable pour un pays qui veut être émergent. Le pire, c'est que dès qu'un enseignant est nommé proviseur, il est plus dangereux pour ses collègues que les sous-préfets et autres. Ça, c'est un message de Bondi Tombe qui nous a écrit ce matin. Henri-Michel Cham, le problème du code éthique de l'enseignement secondaire est semblable à tout point de vue à celui du code électoral. Ce n'est pas le code en lui-même qui blesse, c'est son contenu. Le code ne vise pas à réguler les activités d'un secteur public pour son développement. Il vise plutôt à maintenir les acteurs sous le joug de la domination, de l'asservissement
tout en les exploitant. C'est une expression subtile de dictature. C'est donc aux enseignants de faire front commun et de se battre pour la noblesse de leur secteur, car c'est l'avenir de la nation qui se joue ici. Même Henri les parents, Michel Tcham. même les parents et même les élèves. Même les parents et même les élèves. Même Je les me élèves. rappelle un jour, monsieur Michel Ngachou, on a eu à suspendre un de nos enseignants. C'était une enseignante, on l'avait suspendue. Je peux vous assurer que j'étais un cancre en allemand, j'ai jamais aimé l'allemand. D'abord, tout ce qui est langue étrangère, j'ai jamais aimé. Mais cette femme dispensait bien son cours. Toute notre salle est sortie ce jour. Moi, et j'étais moi devant le chef de file, monsieur Michel. Vous qui ne faisiez pas. Moi qui ne faisais même pas cours, j'étais devant. Nous sommes allés nous placer devant le bureau du proviseur en lui disant qu'on lui donne 24 heures. Si elle n'est pas là, il n'entrera plus dans l'établissement. C'était moi. On était au lycée de la Cité Verte. Pour ceux qui étaient à cette époque-là, monsieur Michel Ngachou. Le lendemain, nous sommes venus nous placer. Il n'est pas entré. On a dégonflé. C'était moi qui avais dégonflé Les roues de la voiture. les roues de la voiture en lui disant que nous avons besoin de notre enseignant. Il appelait la brigade, le commandant de brigade, et puis celui de Colbisson, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore assez. Ils sont arrivés, ils nous ont trouvés devant, on a dit, on ne bouge pas. Et si à l'heure du coin n'est pas là, on va incendier. C'est lui-même qui allait chercher, avec un taxi course, l'enseignante, la ramenant en disant que les voilà, faites de ce que vous voulez. Elle-même me regarde et me dit que, mais monsieur Mathieu, vous ne faites jamais cours. Mais c'est vous qui me demandez, madame, allez me faire cours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire cours d'allemand. Donc, je vous prends cet exemple pour dire que même l'élève ne doit pas laisser qu'on méprise son enseignant. Oui. Pas du tout. Ce qu'il vous donne, c'est ce qui reste. Ce que nous restituons aujourd'hui sur ce plateau, c'est le fruit des enseignements, monsieur Michel, qu'on a reçus. Je voudrais, avant la pause, justement, saluer ici humblement et respectueusement monsieur Chua Maurice, qui a été mon directeur au CS de Bassamba. Saluer Mr. Henry Ndandi Moma. Je dis toujours, j'ai fait deux ans d'anglais. Vraiment, aujourd'hui. Ils sont méprisés aujourd'hui. Non, ils ne sont pas méprisés. Je cherche encore. Enfin, Ndandi Moma, si vous savez où il est, dites-moi où il est. On ne dit pas par vous, hein, que c'est pas vous qui les méprisez. Non. Voilà respect. le code d'éthique où Respect. l'enseignant va On verra ce que ça va l'élève. donner dans les jours à venir. Merci à vous, madame, monsieur. Excusez-moi. Merci à vous, merci à tous de rester présents sur les antennes Equinox Télévision. Allons tout de suite retrouver Consti Lamine qui, ce matin, a des propositions pour nous. Mais avant, la pub, madame, messieurs, et on se retrouve. Consti, elle est jamais venue déjà l'antenne. Bien entendu. Alors, merci, chers téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. C'est encore un plaisir d'être là ce mardi matin, comme tous les mardis d'ailleurs, et jeudi, pour parler de la société Sorepco. Oui, je sais que vous êtes nombreux à me regarder en ce moment, et ce matin, je m'adresse particulièrement à tous les électriciens. Je m'adresse à tous les revendeurs du matériel électrique. Je m'adresse à tous ceux-là qui ont les petites quincailleries au quartier, qu'il est important d'aller dans les magasins Sorepco, parce que de ce côté-là, il y a le meilleur du matériel électrique, il y a le meilleur du matériel de construction, il y a également des carreaux de très très bonne qualité, du côté bien sûr des magasins Sorepco. Oui, dans ces magasins-là, c'est des prix à la portée de tout un chacun. Dans les magasins Sorepco, c'est également une qualité qui vous permettra de bénéficier de plusieurs avantages. Je rappelle également à tous nos téléspectateurs que la promotion sur les carreaux 60 par 60 se poursuit toujours dans les magasins Sorepco. La promotion sur les matelas orthopédiques est toujours en cours dans les magasins Sorepco, ainsi que la promotion des ventilateurs. Oui, la promotion des ventilateurs est toujours en cours dans les magasins Sorepco. Je sais qu'on va dire Consti Lamine, il pleut en ce moment. Est-ce qu'on a besoin d'un ventilateur en saison de pluie? Je vais vous dire oui, on a besoin d'un ventilateur en saison de pluie, parce que dans certaines villes du Cameroun, telles que Douala et Yaoundé, même quand il pleut, il fait chaud la nuit. Même quand il pleut, il y a les moustiques, parce que les ventilateurs vendus dans les magasins Sorepco sont les ventilateurs qui chassent les moustiques à distance. Oui, ces ventilateurs-là chassent les moustiques à distance. Ces ventilateurs vous permettent de très bien dormir, raison pour laquelle j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs que la promotion des ventilateurs continue
toujours dans les magasins Sorepco. Mais pour ce qui est de ce matin, nous allons parler encore des réglettes. Nous allons parler encore des tubes. Nous allons parler encore d'un matériel électrique de très bonne qualité. Ce matériel qui vous permet d'avoir une lumière de qualité, une lumière raffinée, une lumière fine, une lumière qui vous donne l'envie de rester à la maison. C'est bien entendu l'ensemble constitué d'une réglette et d'un tube Aerolite qui est donc en vente dans tous les magasins Sorepco. Et parlant de cette réglette et parlant, c'est-à-dire du tube Aerolite, je rappelle que la promotion, vous avez encore 10 jours. Oui, je dis bien 10 jours de promotion sur les réglettes et les tubes Aerolite dans les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer par la réglette et le tube Aerolite d'une dimension de 120, c'est-à-dire de 120 cm avec une puissance de 36 watts. Vous avez l'ensemble de cette réglette plus un tube Aerolite, vous l'avez à 3625 francs dans tous les magasins Sorepco. Oui, la qualité, la durabilité, les meilleurs prix, c'est avec les réglettes et les tubes Aerolite que vous avez à 3625 francs pour ce qui est de la dimension 120 cm sur une puissance de 36 watts dans les magasins Sorepco. Donc, chers téléspectateurs, est-ce qu'on doit encore acheter les réglettes et les tubes qui ne mettent pas long? Je vais dire non. La qualité en matière de réglettes, la qualité en matière de tubes, c'est dans les magasins Sorepco. En langage facile, ceux qui ont besoin des longues ampoules. On appelle ça les longues ampoules Nyanga. Les longues ampoules modernes, allez dans les magasins Sorepco. Vous les aurez à des prix vraiment dérisoires. Alors, ceux qui ont besoin d'une réglette et d'un tube d'une dimension encore plus petite, notamment la dimension de 60 cm sur une puissance de 18 watts, vous l'avez à 3375 francs dans les magasins Sorepco. Oui, les numéros de téléphone, vous les avez à l'écran. Le prix s'affiche à l'écran. Le produit également est communiqué à l'écran. Alors, chers téléspectateurs, appelez dès à présent et passez votre commande. Je m'adresse également une fois de plus à tous les revendeurs. Vous êtes nombreux à avoir une quincaillerie au Carrefour Masson. Vous êtes nombreux à avoir une quincaillerie à Garoua, en Gueulemendouka, à Bertois. C'est l'occasion plus que jamais d'aller dans les magasins Sorepco et d'acheter pour revendre. Parce qu'il y a les prix qu'on accorde à tous les revendeurs qui viendront dans les magasins Sorepco. Quelle que soit la quantité, quel que soit le moment où vous avez besoin, c'est-à-dire des réglettes et des tubes, appelez Sorepco, vous serez servi parce que nous livrons dans tout le Cameroun. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le village et même le pays. Parce qu'on a des clients qui nous appellent du Tchad, des clients qui nous appellent du Congo, des clients qui nous appellent du Gabon parce qu'ils ont besoin de ce qu'ils ont vu à la télévision Equinox. Et ce qu'on voit ce matin, c'est l'ensemble d'une réglette Aerolite et d'un tube Aerolite. Vous l'avez à 3375 francs pour la dimension de 60 cm et 3675 francs pour la dimension de 120 cm. Donc, chers téléspectateurs, acheter les réglettes, c'est bien. Acheter les tubes, c'est bien, mais les acheter dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Et n'oubliez surtout pas, c'est la garantie et rien que la garantie. Voilà la présentation physique. Ne confondez pas d'emballage. Voilà l'emballage à retenir, la couleur bleue sur laquelle vous avez le logo Aerolite. Voilà, bien entendu, les tubes. Voilà, bien entendu, les réglettes de très bonne qualité. C'est durable, c'est solide, c'est nyanga et c'est moins cher dans les magasins Sorepco. Merci beaucoup, Constilamine. Merci. Allez. Madame, Messieurs, bon retour avec vous sur 10-12, le Zénith, le talk show qui se poursuit, la grande famille, toujours au complet. Merci à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à travers le monde. Et merci également à ceux qui ne peuvent pas nous regarder à ce moment précis et qui, tard dans la nuit, pardon, à travers nos chaînes YouTube et Facebook nous regardent véritablement. Merci à vous, Madame, Messieurs. Merci également pour ces millions de messages que vous nous laissez sur nos différents compteurs. Et nous continuerons à vous servir avec l'abnégation qui va avec. Karine Santia, tout de suite et maintenant,
la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on a deux principaux sujets. Le premier concerne notamment ces parlementaires de l'extrême nord qui réclament eux aussi un plan de reconstruction des départements détruits par la guerre contre Boko Haram qui a commencé depuis 2014. Ils estiment notamment les pertes dans ces localités à 200 milliards de francs CFA. Les sénateurs comme Alioum Aladji pensent qu'il faut un programme spécial, une solution spéciale en plus des efforts faits par le gouvernement et les départements qui sont aujourd'hui touchés par cette guerre sont notamment le Mayo Tanaga, le Mayo Sava et le Logo Nechari. Plusieurs villages ont été détruits, des écoles, plusieurs centres hospitaliers aussi sont partis en ruine suite aux destructions de la guerre contre Boko Haram. Et on va dire dans ce conflit armé qui oppose l'armée camerounaise à Boko Haram, dans cette partie du Cameroun qui est extrêmement chère à la nation entière, Bobo Mbengan, aujourd'hui, pensez la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest sans repenser la reconstruction également de l'extrême nord du Cameroun. Est-ce que les voix qui s'élèvent aujourd'hui sont à leur place? Cette revendication est-elle légitime de votre point de vue? Non, ce n'est pas légitime. Pourquoi? Je peux paraître, comment je vais dire, ça ringarde ou ce que vous voulez, mais ce n'est pas légitime. C'est pas légitime. Première chose, le Grand Nord en général est dans ce qu'on pourrait appeler la surenchère politique. C'est pas bon, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Chaque fois, lorsque tel va dire mémorandum de Grand Nord, mémorandum, le Grand Nord, nous voulons aussi une université. C'est terrible, c'est même malheureux à la limite. Au moment où les forces du progrès demandaient par exemple, je me rappelle des sorties du professeur Mokoko Priso, parce qu'il disait à l'époque qu'il faut une université dans chaque chef-lieu des régions. C'est là où le Grand Nord sort un mémorandum. Il dit nous voulons une université. Mais attendez, au même moment, on leur donne une université à Maroua. On dit l'école normale supérieure. Il dit nous voulons 60%. Et le chef de l'État leur dit non, tous ceux qui ont composé doivent faire. C'est quoi? Et quand ils viennent avec ces revendications de Grand Nord, on les appelle un peu comme on fait au Cameroun. Et notamment, il y en a qui sont nommés ministres par-ci, par-là, et c'est fini. Parce qu'il ne faut pas quand même, il faut toute raison garder, savoir toute raison garder. Hein. Le Cameroun est deux États, on ne le nie pas. Il y a une composante anglophone, une composante francophone. Ce n'est pas nous qui l'avons institué, mais ce que vous appelez malencontreusement les partenaires au développement et que vous appelez également les Nations Unies ou tout ça, ils ont divisé le Cameroun en 1916. Maintenant, lorsqu'une composante, comme composante anglophone, revendique un certain nombre de choses, on doit s'asseoir et liquider l'héritage colonial. Maintenant, repenser le développement dans sa globalité. Ce n'est pas au moment où il y a une crise là-bas et on veut commencer. Après, on va vous dire, les ressortissants de l'Est, on veut que... Après, on dit... Ça, j'ai dit, c'est cet amalgame que le chef de l'État a organisé à Yaoundé sous forme de grand dialogue et qui n'est pas bien. C'est le pessimisme. La crainte, c'est le pessimisme dans lequel on peut se retrouver lorsque vous dites qu'il faut s'asseoir absolument entre nous et vider l'héritage colonial. Qui doit s'asseoir avec qui pour vider cet héritage colonial? Mais c'est les vrais enfants du pays. Mais les vrais enfants du pays sont où? On ne les voit pas. D'aucuns sont dilués, d'aucuns sont écartés, on ne les sent pas. Ils sont où? Parce que vous dites très bien que c'est en 1916 que les Nations Unies ont décidé de diviser le Cameroun. Et qu'une partie retourne, si vous voulez, hein, au Nigeria, et qu'une partie reste avec nous au Cameroun, et tout ce qu'on a connu autour comme fabrication pour en arriver là. Mais ces enfants du pays sont dans où? Pour dire que le problème que nous avons au Cameroun n'est pas un problème entre nous Camerounais, c'est une affaire entre les Nations Unies dont eux-mêmes ils sont la solution et ne veulent pas trouver une solution évidente à ça. Vous savez, non. J'ai parlé de Mokoko Priso tout à l'heure. C'est un modèle, c'est un exemple. Oui, il est décédé. Voilà quelqu'un
89, il a sorti un livre chez L'Harmattan. Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun. Professeur d'université, enseignant de mathématiques. Quand il rentre dans ce pays, on le prend comme enseignant de mathématiques à l'École nationale d'enseignement technique à Douala. Un an après, on le licencie et il n'a jamais été payé. Donc, il y a des gens comme ça. Et quand il pose des problèmes, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même lorsque Oumniobé rend public en 1949 que le Cameroun doit être indépendant 10 ans après la signature des accords de tutelle. Les accords de tutelle avaient été signés le 13 décembre 1946. Donc en principe, pour Oumniobé et Moumniewandje, le Cameroun devait être indépendant en 1956, en décembre 1956. Mais on a amené la loi cadre. Et vous savez ce qu'on a dit à l'époque, en 1949? Mais le Cameroun qui est même incapable de fabriquer une bûchette d'allumettes, mais vous êtes même où? On montre les gens. Je ne veux pas ce discours que vous tenez là n'est pas bon. N'est pas bon du tout. Oui. Il faut dire que ces parlementaires-là qui parlent de la reconstruction du Grand Nord pour Boko Haram, oui, il y a eu des discussions, mais c'est malheureux. Oui, mais c'est malheureux. Je veux dire, mais c'est ça que je dis. C'est malheureux parce que 97, c'est là où le chef de l'État avait lancé sa campagne électorale. 2004, je pense qu'il était à Monatélé. Il revient là dernièrement en 2018. Il a promis quoi? Tout ce qu'il a promis là-bas depuis 2004, il a fait. Depuis 97, il a fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas revendiqué avant? Parce que c'est quand même des promesses. C'est leur leader. Il a promis 5000 bornes fontaines. Ils en ont de me réclamer dessus. Et c'est le même chef de l'État qui, au perron à l'Élysée, en mai 2014, qu'il a déclaré la guerre contre Boko Haram, que nous tous, nous avons. Mais c'est également lui qui négociait avec les prisonniers que Boko Haram tenait. Donc soyons sérieux. Ici, aujourd'hui, toutes les régions du pays ont besoin de développement, on est d'accord. Et en plus, ce que cet élu du peuple dont vous faites allusion, le sénateur Aliou Maléadji, il lui place seulement deux choses. D'abord, il oublie que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Qu'il me dise ce que le Sénat a déjà fait depuis sa mise en place en 2013 pour accompagner les élus locaux. Merci Mbombo. Deuxième chose, non, je ne peux pas se limiter là. Deuxième chose, en 2017, 4 ministres de la République ont fait des tours à l'extrême nord pour remarquer l'état de pauvreté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même refusé d'écouter ces ministres. Ils étaient 8. Voilà, 8 ministres. Et, non, laissez terminer. C'est quand les élus du peuple de personne risquent de prendre mes propos antiques et dire procès, outrage au corps constitué et tout. Le Cameroun est sous assistance alimentaire mondiale, du programme alimentaire mondial depuis cette époque-là, 2017. Et c'est pour le SEMNOR. Lui, il a déjà fait j'allais dire, il a déjà rendu compte de ce qui se passe. Non, ce genre de revendications sont malheureuses. Donc vous croyez justement que la revendication d'Aliou Maléadji est une revendication pour son positionnement individuel, non pour la collectivité? Je ne sais pas si c'est pour son positionnement ou pas, mais je dis c'est malheureux. Nous avons un problème anglophone au pays et un problème francophone. Résolvons ces problèmes-là. Et après, dans le cadre, lui qui est élu RDPC, qu'on fasse donc une bonne décentralisation, s'il veut. Il peut réclamer une bonne décentralisation, lui qui est le représentant des conseillers municipaux. Charles Amel Mbathiou reconstruit justement l'extrême nord. Quand on sait que l'État du Cameroun, d'ailleurs le Premier ministre a déclaré récemment que le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord ont été déclarés des régions économiquement sinistrées. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de reconstruction, qu'on ne pense qu'au nord-ouest et le sud-ouest, où est l'extrême nord? Est-ce que la revendication d'Aliou Maléadji aujourd'hui n'est pas légitime? Monsieur Michel Ngatchou, l'extrême nord ressemble à cette veuve qui pille les richesses de son mari, de son défunt mari, les donne à sa propre famille et va pleurer chez la belle famille. Tous les jours, je souffre, je n'ai rien. On lui demande, et les richesses qu'a laissé notre frère, qu'as-tu fait de cela? Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent entre les lignes. Les élites du Nord fonctionnent désormais comme une entreprise. Il y a les élites basées à Yaoundé et il y a les relais basés désormais à l'extrême nord pour faire entendre les voix.
ils commencent à crier à l'extrême nord, ceux de Yaoundé récupèrent, ils en font un dossier et tout le monde se porte bien. Monsieur Michel Ngatthiou, vous avez là dans le Parlement à 90% des personnes qui sont passées par 2 écoles ou 3 écoles. L'école de Zokok, créée en 1956 et l'école de Kakatare, construite en 1936. Et ceux qui sont passés à l'école du Plateau. L'école de Zokok est située à Maroua, à quelque part, on va dire, de la résidence du gouverneur, si je ne me trompe pas. Et l'école de Kakatare, construite en 1936, est située quelque part à quelques encablures de la présidence, l'une des résidences présidentielles du chef de l'État. Oui. J'ai dit 90% qui sont au Parlement sont passés par cette école. Cette école manque de bancs. Dans chaque salle de classe, les enfants mettent des parpaings pour s'asseoir et faire cours. C'est là où ils sont sortis. C'est comme le collège Saint-Jean de Mbanga, où de nombreux ministres dans ce gouvernement sont sortis de cette école de Mbanga. Quand ils traversent là avec leur grosse voiture, chacun regarde droit, comme si on avait plâtré leur visage. Pour dire quoi? Pour dire, monsieur Michel Ngatthiou, que vous avez le lycée de Guinadi, j'allais oublier, Guinadi, où il n'y a pratiquement pas de salle de classe, on étudie avec de la paille. Si on avait de véritables élus, c'est-à-dire lorsqu'ils font des descentes dans leur circonscription, en ressortant, les premiers mots, monsieur Michel Ngatthiou, devaient être celle-là d'un ministre, d'un élu qu'on trouve au lycée de Guinadi, qui demande que je dis, c'est ça qu'on a donné à l'extrême nord, c'est ce qu'on est en train de nous donner, voilà ce qu'on nous donne, on nous donne 40 millions au niveau, avec des petits marchés, est-ce que ça peut nous permettre de construire? Ces cris, nous ne les entendons jamais. On entend ces cris. Il y a un parlementaire qui récemment également est remonté au créneau en parlant au président de l'Assemblée nationale, lui rappelant effectivement qu'on ne peut pas avoir les ministres des enseignements de base et secondaires qui sont sortis justement de l'extrême nord et du Grand Nord et ne pas avoir des structures scolaires de qualité. On a discuté de l'EGEM ici, l'école de géologie. Vous avez le député dans l'image, vous avez vu le député de la zone de la Damawa, dans cette zone, vous avez vu comment il s'est gratté comme s'il avait le truc. Il n'a même pas rechigné, il ne s'est même pas levé pour s'opposer parce qu'on a dit que cette école fonctionne normalement. En qualité d'eau, prise en charge médicale, énergie, enseignement, ils ont quoi, monsieur Michel Ngatthiou? C'est ceux qui vivent là-bas qui n'ont rien. Alors, par conséquent, je dis, leur débat, on est fatigué d'entendre ce débat parce que ces débats naissent soit pendant les jours électoraux, la période électorale, soit à la veille des remaniements ministériels. S'ils cherchent un poste, déclarez-vous, j'ai besoin d'un poste, nommez aussi les gens de chez nous, mais que s'ils veulent prendre les populations pour mettre devant en disant que l'extrême n'en a rien, ces populations ne mangent rien. Merci beaucoup. Karine Santia, rapidement, un deuxième sujet pour nous accompagner pour la route avec nos téléspectateurs. Oui. J'aurais peut-être bien voulu peut-être qu'on lise nos téléspectateurs parce qu'ils sont dans une espèce de... Ils bouillonnent là, ils veulent vraiment qu'on les sente, ils veulent qu'on les lise. Il faut absolument restituer ici leurs propos. Karine Santia, avec votre permission ce matin. L'avenir de la jeunesse camerounaise, c'est le Mbanga à Ekondengui, à l'image de celui des jeunes de l'ENAM. Un autre sujet, c'est pour cela que un autre message. C'est un autre message. C'est pour cela que jouer maintenant à l'équipe nationale du Cameroun, il faut avoir au moins le baccalauréat, le justicier de l'ombre Bodo. Alors, si les enseignants valident cette loi, c'est qu'ils sont encore plus ambifiés qu'on l'imaginait. Mieux ils restent chez eux. Les ministres iront eux-mêmes enseigner, pas comme de la noces, ok. C'est parce que la plupart ont eu les concours par Tchoko. Voilà pourquoi eux-mêmes ne s'indignent pas. La plupart d'entre eux ne sont pas à leur place. Un autre message, ils nous ont déjà fait savoir que les enseignants ne sont rien dans notre pays. Merci au gouvernement camerounais. Roland Epoch qui nous écrit: le préfet ou le sous-préfet me ridiculise et je le ridiculise aussi. Surtout que j'estime que j'ai raison. On doit se respecter en tant qu'homme civilisé. Niamekon qui nous a écrit ce matin.
Alors, pourquoi toujours accepter tout ce qu'on nous impose? Où sont passés nos cadres de l'éducation? Sont-ils pas capables d'inventer une éducation propre aux Camerounais et Africains? Souleymane Baldé, qui nous a écrit. On peut appeler le baccalauréat le Ntumnam. Où serait le problème? Oui, mais si c'est le Tumnam, on vous dira justement à l'international, on ne connaît pas l'appellation Tumnam. Non, il y aura des équivalents. Le Cameroun est membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Ça veut dire qu'il peut imposer son programme scolaire qui sera validé. Donc, que vous l'appelez... Vous parlez de quel Cameroun, Bombok? Non, le Cameroun est membre de l'UNESCO. Oui, on est membre, mais vous parlez pas parce que avec quel leader? Sur le plan local, on procède par tâtonnement. Et vous pensez qu'il n'y a pas de vrai Camerounais? Oui, monsieur Michel Ngachou, vous savez que un étudiant de l'ENAM ne serait sorti de l'ENAM sans avoir une maîtrise d'au moins 5 régions de ce pays. Mais vous avez des gens qui sortent et ne maîtrisent rien. Non, mais ils partent à Dubaï. Ah, d'accord. Merci à vous, madame, monsieur. Intérêt porté sur les antennes de Kinors Télévision. Merci pour la fidélité. Et nous allons ensemble marquer une légère pause et on se retrouve. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé. Allez, Constilamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être encore là ce mardi matin pour un second passage pour parler bien-être, pour parler nettoyage des oreilles et plus bien sûr derrière le nettoyage des oreilles, derrière le bien-être des oreilles, il y a un appareil. Oui. On a regardé le spot tout à l'heure, vous êtes nombreux à l'avoir regardé, alors je viens à l'instant pour vous le présenter directement. C'est bel et bien cet appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Oui, vos oreilles sont tellement, c'est une partie importante, il faudrait elle doit être nettoyée de temps en temps. Et question de bien nettoyer ses oreilles, c'est avec cet appareil que j'ai encore l'honneur de présenter ce matin dans cette émission, c'est le Earlys Up. Voilà comment ça se présente dans le carton, voilà son emballage et à l'intérieur de cet emballage il y a ce coffret, voilà regardez bien sûr ce coffret et dans ce coffret il y a 4 éléments, voici le premier élément, voilà le deuxième élément, le troisième élément qui est comme le deuxième, et bien entendu, le quatrième élément, c'est notamment un petit pinceau qui vous permet de nettoyer votre Earlys Up. Nous allons tout de suite passer à la phase pratique du Earlys Up en direct dans cette émission. Il faut déjà rappeler que ça ne s'allie, on n'a pas besoin de le brancher sur le courant électrique. Une seule pile, une petite pile suffit pour faire l'affaire. Hein. Voilà l'intérieur du Earlys Up, l'intérieur c'est à l'intérieur, c'est ici qu'on met la pile. Hein. Une petite pile. Après avoir mis la pile, on ferme son Earlys Up. On le ferme et on fixe, bien entendu, ce petit bout-là. On fixe ce bout-là, on le fixe là. Une fois que c'est fixé, on appuie par là. Regardez, chers téléspectateurs. Hein. Donc, c'est pour les clients qui sont hors de la ville de Douala. Ces clients qui ne pourront pas arriver au magasin Mille un Tapis. Nous leur montrons l'utilisation en direct dans cette émission. On appuie là. Voilà, c'est appuyé. Et on met dans son oreille. Il y a une vibration. Et pendant 10 à 20 secondes, on retire, bien entendu. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et une fois qu'on a retiré, on arrête là. Et on retire ce bout et on nettoie avec ce petit pinceau. On le nettoie là, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Une fois qu'on a nettoyé, on nettoie très bien, très bien.
et on range bien entendu le Earlys Up dans le coffret. Je rappelle que l'appareil est une utilisation personnelle. Donc 2 personnes n'ont pas besoin d'utiliser le même appareil, donc c'est une utilisation personnelle. Donc un Earlys Up est valable pour une personne, que ce soit pour le nouveau-né, que ce soit pour les personnes adultes, que ce soit pour les personnes du 3e âge, que ce soit pour les adolescents. Donc, un Earlys Up est pour une seule personne. Voilà donc pour ce qui est de comment utiliser le Earlys Up. Ça, c'est à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors, parlons donc de l'importance de ce Earlys Up. C'est important parce que ça permet de bien nettoyer vos oreilles. Étant donné que le coton-tige a été interdit depuis janvier 2020 en France et dans certains pays européens, on a connu des gens qui ont eu des problèmes des oreilles parce qu'ils utilisent de temps en temps, ils ont utilisé de temps en temps le coton-tige. Il y a des gens, quand ils veulent nettoyer les oreilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la cuisine, ils prennent une bûchette d'allumettes, ils enfoncent à l'intérieur de l'oreille. Ça, c'est très, très délicat. Le spot l'a montré. Il y a également un peu plus loin ceux qui utilisent même les cure-dents. Alors là, c'est très, très grave. Pas besoin d'utiliser le cure-dent pour nettoyer les oreilles. La solution, c'est avec cet appareil, le Earlys Up, une véritable révolution, un appareil nouveau, un appareil innovant, un appareil de dernière technologie qui est en vente au magasin 1001 Tapis grâce au concept Salaka. Donc, any man, we want clean his oreille. Any man, we want nettoyer his oreille. Donc, just come for magasin 1001 Tapis and buy this thing where they call them, say Earlys Up. Earlys Up. Earlys Up. The mec say, il va nettoyer à oreille fine. Donc, any man must commander Earlys Up. Oui, concept, c'est la qu'a dit Selam. Voilà ça pour magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite parler du prix. Le prix de promotion de cet appareil est de 7 000 francs. Votre Earlys Up. Je dis bien 7 000, c'est le prix de promotion de votre appareil pour nettoyer les oreilles. Je dis bien, c'est une promotion exceptionnelle. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays, c'est le même prix. La seule chose qui change, c'est uniquement les frais d'expédition pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin de commander le Earlys Up. Quant au prix, c'est le même prix que ce soit à Douala, que ce soit à Garoua, au Gabon, en Côte d'Ivoire, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays, c'est le même prix, à savoir 7 000 francs pour un appareil avec garantie, pour un appareil de qualité, pour un appareil d'origine, pour un appareil neuf, pour un appareil innovant. Vous l'avez à 7 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Je rappelle la localisation de notre point de vente. Nous sommes situés en plein cœur de Douala. C'est à Akwa au Cameroun, en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 Tapis. Et n'oubliez pas, demain, c'est le 15 juillet. C'est une date importante pour le concept Salaka. Merci beaucoup, Consti Lamine. Merci infiniment. On vous retrouvera certainement, si Dieu le voulant, dans les prochaines éditions de 10-12, le Zénith. Madame, Monsieur, car il y a quelques messages rapidement. Ah ben d'accord, bon, on le fait savoir justement, la région nous fait savoir que c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. Restez sur Equinox et la suite de ces programmes. Merci à vous, la famille. Ensemble, unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir.